Je suis celle qui ouvre les livres, les feuillette, pose ma voix sur les textes pour faire vivre les émotions que souhaitent vous transmettre autrices et auteurs. L'homme qui voyait à travers les visages. Extrait du livre de Éric Emmanuel Schmitt. Tu dors? À la voix qui me parle, je voudrais crier non, mais je me tais en gardant mes paupières closes. Prononcer un mot m'a rassuré au rêve qui m'enchante. Dans une clairière éclaboussée de lumière, un vieillard à barbe crayeuse vient de m'offrir un iris et m'indique du doigt un cheval. À ma grande surprise, je saute sur son dos fauve. J'ignorais que je pouvais monter à cru. J'ignorais même que je savais monter. Puis, je promets à l'ancêtre d'accomplir la mission qu'il m'a confiée. Il sourit et ses fines lèvres en s'écartant déclenchent des chants d'oiseaux. Le soleil brille. Dort-il? J'attends quelques secondes. Si la pause dure, je vais poursuivre mon objectif et gagner le château. Tendu, les rênes en main, j'ai conscience d'être suspendu entre deux mondes. L'un concret, où mes mollets pressent le poitrail chaud d'un alezan, l'autre abstrait, où j'ai à peine risqué mes yeux fermés et une oreille distraite. Face à moi, le druide penche la tête contre son épaule, déçu que je ne m'élance pas. Oh, comme la voix me contrarie, cette voix qui me paralyse, cette voix qui, si elle insistait, me catapulterait ailleurs. Heureusement, le silence s'étire. Je replonge, apaisé, dans l'univers où mon destrier fonce à travers la forêt. J'aime sa vitesse, sa légèreté, la grâce avec laquelle il enjambe les flaques, contourne les obstacles, se baisse pour éviter les branches. Ses sabots ne touchent plus le sol. « Tu dors, mon chéri ?» chuchote la voix soudain adoucie. Un frisson me réchauffe. Il me semble reconnaître ce timbre. Sur le ciel, derrière les cimes des arbres, le visage de ma mère m'apparaît. Immense, tendre, rayonnant, bienveillant. Elle m'encourage, elle m'invite à accélérer. Bonheur. Tout en galopant, je reçois la caresse de sa présence. Debout, crétin! Coup sur l'épaule. Je vacille. Déséquilibre. Dans le premier monde, je tombe de cheval. Dans le second, je glisse de ma chaise. La chute me laisse hagard. Engourdi, la bouche pâteuse, le cul endolori. Mes paupières s'ouvrent. Adieu route, bocage, coursier. Autour de moi, je retrouve les 3 bureaux que l'on m'a assignés à la rédaction de demain, le quotidien de Charleroi. Ma mère a disparu. Évidemment, elle est morte à ma naissance. À sa place, la trogne rougeaude de Philibert Pégard, gros, fort, sanguin, aussi gonflé de rage qu'un taureau. Le directeur me jauge avec mépris, ses yeux roulant de bas en haut sans me voir. « Augustin, on ne te paie pas à dormir !» En me levant, j'imagine lui répliquer que mon travail de stagiaire au journal n'est même pas rémunéré, mais la timidité m'ôte la répartie, tandis qu'un élancement déchire mon coccyx. Je me malaxe l'arrière-train. « Excusez-moi, monsieur Pégard. » Poussant un soupir écœuré, le patron détourne son regard, ainsi que les collègues qui se régalaient de la scène. Je les dégoûte. Englués dans leurs attentions fielleuses, je renverse de nouveau mon siège en tentant de m'y asseoir. « Oh, pardon, pardon !» J'ai murmuré des excuses à la chaise. Mon cas s'aggrave. J'ai l'air minable, je le sais. Davantage long que grand, je ne dispose pas d'un corps mais d'une tige. Une tige qu'incline le poids de mon crâne. La nuque bossue, le cou cassé, ma silhouette évoque celle d'un porte-manteau. Même droit, je gîte. Chez moi, la maigreur dépasse la minceur. Lorsque je dévoile mes bras, j'expose des tendons. Aucun muscle. À la piscine, lieu de supplice que j'évite, j'affiche des creux là où les individus normaux abordent des reliefs. Si j'enlève mes chaussettes, j'exhibe des pieds décharnés dont on compte les 26 os. Quant à la nudité intégrale, je ne possède qu'une couleur, le beige. Peau beige, tignasse beige, iris beige, toison beige. Sur fond de sable, je deviens transparent. Insipidité garantie. Même si j'y ai consacré peu de temps, j'ai parfois cherché dans le miroir ce qui, en moi, pouvait plaire. Un dérangement a toujours interrompu l'enquête avant résultat. Selon l'assistante sociale que l'on m'oblige à rencontrer,
Je ne m'aime pas. Faux. Je serais enclin à m'apprécier. Ce sont les autres qui me vomissent. Mon insignifiance manque de discrétion. Je gêne, j'agace, j'exaspère. Ma fadeur suscite le commentaire. Alors que je me souhaiterais invisible, en rasant les murs, les gens me remarquent. Ils me contemplent, puis, avec un rictus malveillant, lâchent le crachat, l'insulte. Une tête à claque avait résumé un éducateur lors de mes 16 ans. À 25 ans, je certifie la pertinence de sa définition. Pour une raison qui m'échappe, on m'estime coupable de mon anatomie. On me reproche d'infliger mon ingratitude. Je reste la victime qu'on accuse, sans jamais provoquer la moindre compassion. Peut-être vaudrait-il mieux que je sois affublé d'une véritable infirmité? Aveugle, paralysé, manchot, j'appellerai éventuellement le respect. De temps en temps, je soupçonne qu'on devine aussi ma lâcheté. Eh bien, que nous suggères-tu, Augustin? Un jeune apprenti dévoré d'ambition, ça grouille d'idées, non? J'espère que tu ne considères pas ton séjour ici comme l'occasion de dormir au chaud, même si c'est la 3e fois que je t'épingle en flagrant délit. Dans sa voix de clairon, Philibert Pégard utilise un ton comminatoire. Persuadé que je ne réagirai pas, j'aperçois le piège qu'il me tend. Vais-je y tomber? Ça le comblerait. Devant mon silence, il commence à s'amuser. En réalité, s'il est déçu par moi, il est charmé par lui. J'ai pensé à des entretiens, dis-je. Il sursaute, étonné que j'ai bafouillé quelques mots. Pardon? Nous pourrions interroger des personnalités locales, leur demander leur avis sur l'état du monde, la crise, l'insécurité, le... Nous? Le journal? Toi? Pourquoi pas? J'ai pâli, conscient de mon audace. Le directeur apostrophe les journalistes. Craignez pour votre poste, mes amis. Notre stagiaire Vermicelle se propose de consulter les grands de ce monde. Bientôt, non seulement vous bosserez dans un quotidien au rayonnement international sans rapport avec l'actuel torchon qui vous permet de payer votre gaz, mais vous pointerez au chômage parce que M. Augustin Troilier vous aura remplacé. Il n'octroie du monsieur à personne, sauf lorsqu'il veut écraser son interlocuteur. Qui sa suffisance va-t-elle interviewer? Étale ton carnet d'adresses, que nous profitions de ton réseau. Qui? Le pape? Le roi de la lune? As-tu ressuscité De Gaulle, Gandhi ou Gengis Khan? Tu n'as jamais questionné quelqu'un d'important, misérable ver de terre. Il me toise le front froissé. J'ouvre la bouche pour riposter, mais mes lèvres n'émettent aucun son. Je me fige mollement. Cruelle, la vitre d'en face me renvoie un reflet où je note ma contenance niguedouille. Les disputes se déroulent toujours ainsi. Quand l'insulte m'atteint, je prends ma respiration, j'appuie mon souffle, je recule ma langue, et la réplique ne vient pas. Physiquement, tout fonctionne. Intellectuellement, ça tarde. Si je possède l'arc, la flèche me manque. Le patron gronde, débordé par l'irritation. « Allez, dans la rue !» Les collègues, cessant de nous observer, s'absorbent. Qui dans son écran, qui dans son article, qui dans ses dossiers. Ils ont déjà vécu l'humiliation de la rue et craignent que, par ricochet, l'ordre de Pégard ne leur retombe dessus. « Je suis nul dans la rue, monsieur, dis-je. »« Tu es nul partout. Oust, sur le trottoir. Ramène-nous ce que tu as déniché au fond du caniveau. » L'extrait est à présent terminé. Je sais, c'est déjà trop tôt. Mais vous pouvez poursuivre la lecture de l'œuvre dans son intégralité grâce au lien en description. Si un texte vous tient à cœur ou si vous dénichez une nouvelle lecture, rendez-vous sur lafeuilleteuse.com. Il est probable que je lise un extrait dans une prochaine émission.